qui m'empoisonna complètement l'existence et faillit me coûter la vie. Elle avait 8 ans et elle s'appelait Valentine. Je pouvais la décrire longuement et à perte de souffle, et si j'avais une voix, je ne cesserais de chanter sa beauté et sa douceur. C'était une brune aux yeux clairs, admirablement faite, vêtue d'une robe blanche, et elle tenait une balle à la main. Je ne puis décrire l'émoi qui s'empara de moi. Tout ce que je sais, c'est que mes jambes devinrent molles et que mon cœur se mit à sauter avec une telle violence que ma vue se troubla. Absolument résolu à la séduire immédiatement et pour toujours, de façon qu'il n'y ait plus jamais de place pour un autre homme dans sa vie, je fis comme ma mère me l'avait dit. En m'appuyant négligemment contre les bûches, je levai les yeux vers la lumière pour la subjuguer. Mais Valentine n'était pas femme à se laisser impressionner. Je restai là, les yeux levés vers le ciel, jusqu'à ce que mon visage ruisselât de larmes, mais la Cruelle, pendant tout ce temps-là, continua à jouer avec sa balle sans paraître le moins du monde intéressé. Les yeux me sortaient de la tête, tout devenait feu et flamme autour de moi, mais Valentine ne m'accordait même pas un regard. Complètement décontenancée par cette indifférence, alors que tant de belles dames dans le salon de ma mère s'étaient dûment extasiées devant mes beaux yeux bleus, à demi aveugle par le soleil et ayant ainsi du premier coup épuisé, pour ainsi dire, mes munitions, j'essuyai mes larmes et, capitulant sans condition, je lui tendis les 3 pommes vertes que je venais de voler pour elle dans le verger. Elle les accepta et m'annonça comme en passant « Yannick, lui, a mangé pour moi toute sa collection de timbres-poste. » C'est ainsi que mon martyre commença. Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. J'espère que tout le monde a une vue, ou en tout cas entend bien ce que nous allons dire, parce que vous êtes très nombreux, donc tout le monde n'a pas une place optimale, mais je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, de revenir, puisqu'effectivement j'étais déjà là l'an dernier, pour vous parler de la vie dans ce théâtre, et c'est bien parce que nous sommes dans un théâtre que j'ai décidé de commencer en lisant un texte. C'est un texte de l'écrivain Romain Gary, qui, à mon sens, est celui qui a le mieux saisi l'essence de la vie. Quand je dis l'essence de la vie, c'est-à-dire ce de quoi la vie est faite, avec le plus de lucidité possible. Vous assistez à une journée de philosophie. La philosophie ne se conçoit pas sans les autres disciplines que sont la littérature, la musique, le cinéma. Et il y a des écrivains qui ont des réflexions philosophiques tout aussi importantes que ceux qui s'affirment comme étant philosophes. En l'occurrence, Romain Gary, c'est celui qui a saisi à la fois le caractère absurde de l'existence, j'y reviendrai, la vie n'a pas un sens prédonné, nous découvrons ce sens ou nous l'inventons, avec sa capacité créatrice, productive, puisqu'il en a fait des livres, et dans tous ces livres, il y a une mise en scène de ce que cette absurdité de l'existence peut avoir de cocasse, de joyeux, mais aussi de dramatique. Et enfin, c'est celui qui a saisi aussi la dimension humoristique de cette partie de l'existence qui est parfois pesante, qui est vouée à un terme, mais dont a priori il n'y a aucune raison de ne pas réussir à en rire. Et j'aimerais que vous partiez d'ici avec cette idée que la vie, y compris en philosophie, n'est pas qu'un concept, c'est-à-dire que n'est pas qu'une chose abstraite, que quasiment tous les philosophes, depuis le début de l'histoire de la philosophie, ont écrit quelque chose sur la vie, mais que même si on peut passer sa vie à se demander quoi en faire, à se demander, à essayer de la définir, si on fait de la philosophie, à essayer de la jouer, si on est comédien, si on est sur scène, ou même sur la scène de la société, nous jouons tous des rôles, à la sacrifier, comme le narrateur de La promesse de l'aube qui est prêt à sacrifier sa vie par amour, et ça, Romain Gary l'a très bien compris, ce sens du sacrifice que peut nous imposer l'amour, eh bien, lorsque l'on fait ça, on parle toujours de sa vie et non de la vie. Et cette distinction, elle est primordiale. C'est-à-dire que la vie a quelque chose d'abstrait, je le disais, un concept qu'on va essayer de définir. Penser sa vie, penser votre vie, penser notre vie, est une manière de toujours ancrer et incarner la réflexion dans un corps, dans quelque chose de matériel et de singulier. La vie, de manière abstraite, n'a pas beaucoup de sens de réfléchir sur la vie, sur votre vie, c'est-à-dire sur ce qui vous identifie aux autres. Si chacun réfléchit à sa propre vie, nous rejoignons ce qui nous relie justement. Et il est très important d'entendre que la vie n'est pas simplement une idée qui flotterait au-dessus de nous, la philosophie en général, d'ailleurs on n'a pas cette abstraction-là, mais qu'il y a une manière de la vivre justement. Il y a la vie et vivre la vie. Et le verbe vivre implique en lui-même l'incarnation.
même de ce que je souhaiterais ne pas être un concept abstrait. Alors, quand on parle de la vie comme un concept, c'est un concept, c'est-à-dire une notion qu'on peut étudier en terminale, par exemple, qui est au programme. Hein, vous savez, quand on étudie la philosophie en terminale, il y a plusieurs notions, le temps, l'amitié, la politique, la vie. Et c'est le rôle du professeur de philosophie que de déplier les enjeux qui sont contenus dans chaque notion pour clarifier la réalité que ce terme désigne. Si la philosophie a bien une fonction, vous savez, on pose souvent la question de savoir à quoi sert la philosophie. La première, me semble-t-il, et pas la moindre, ce serait de définir les termes qu'on emploie. Ce qu'on ne fait jamais en réalité. On passe notre temps à parler sans savoir le sens que l'on met derrière chaque mot et sans s'assurer que l'interlocuteur à qui je m'adresse entend par les mots que j'emploie la même chose que moi, ce qui donne lieu à d'infinis malentendus. Peut-être même que nos conversations les plus ordinaires sont toujours le lieu d'extraordinaires malentendus, qui provoquent des situations parfois désopilantes et parfois tragiques, selon l'humeur et selon l'ampleur du malentendu en question. Je suis sûre que vous avez tous des exemples en tête. En ce sens, le langage que nous employons, que nous ne prenons pas le temps de définir, est comme un terrain miné. On ne sait jamais si tel terme prononcé ne va pas provoquer tel drame chez la personne à qui l'on parle, et on ne sait jamais si on se comprend vraiment. Il y a toute une partie du langage qui ressemble à une pièce de Beckett, vous savez, où ces acteurs sont sur scène, ne bougent pas, ne savent pas vraiment quoi faire et prononcent des mots qui renvoient là encore au caractère absurde de la vie. Ce sera un peu le fil conducteur de ce que je vais dire en essayant de défricher les différents aspects que contient le terme même de vie, avant de passer la parole évidemment à Boris Cyrulnik. Ainsi, voilà, on pourrait se dire que penser la vie comme un concept, comme une notion, comme le fait un professeur de philosophie en terminale, est primordial parce que, justement, la philosophie définit les termes qu'on emploie, le professeur de philosophie, c'est lui qui va prendre le temps, ce qui est si difficile à faire, de déplier ces grandes notions et de réfléchir, non pas abstraitement en se promenant dans le monde des idées, mais de réfléchir à ce qui est, à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Et ce faisant, il transmet ce goût de la réflexion. S'il y a un sens à s'intéresser à la philosophie et à vouloir la transmettre, c'est bien parce qu'elle correspond, ce désir de philosophie correspond à un certain goût. Alors, est-ce qu'on décide d'avoir ce goût-là pour la réflexion? Est-ce qu'on peut le transmettre? Je pense que oui. Le transmettre, oui. Le décider est encore une autre affaire. Peut-être est-ce une affaire de caractère, mais je crois que vous, ici présents, en tout cas, qui vous êtes déplacés pour venir passer cette journée ici, témoignez de la présence de ce goût-là pour la réflexion et pour les questions. Le thème de la vie est particulièrement propice à cet exercice-là, puisque la vie n'a pas du tout besoin qu'on se pose la question de ce qu'elle est pour exister. C'est-à-dire que la vie est même la condition même de notre réflexion. Elle nous précède, c'est la condition même de notre existence. Nous sommes ici parce que nous sommes en vie. Et si jamais dans votre esprit n'avait germé la question de savoir comment définir ce qu'est la vie, elle ne se porterait pas plus mal. C'est en ce sens qu'il y a une forme d'insolence à réfléchir à ce qu'est la vie. La vie ne nous demande rien, mais nous allons lui demander quelque chose. C'est assez étrange quand on y pense. Oui, nous lui demandons quelque chose quand nous essayons de la définir, quand nous essayons d'en dessiner les enjeux, quand nous nous interrogeons sur la forme que prend la vie dans la nôtre, que prend ma vie. Il y a une forme d'insolence, de défi lancé à l'absurdité de l'existence. Et il y a une forme de courage aussi. Il faut beaucoup de courage pour reconnaître que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'il y paraît, que bien souvent les mots que nous employons sont des étiquettes que nous collons sur les choses. Bergson a cette phrase formidable. Il dit « Nous ne voyons jamais les choses elles-mêmes, mais les étiquettes qu'on a collées sur elles ». Retenez cette phrase parce qu'on l'applique à quasiment toutes les situations ensuite. On se dit « Mais c'est vrai, on dit professeur. Professeur, c'est une étiquette. Philosophie, c'est une étiquette. La vie est une étiquette. » Et peut-être que tout l'effort de la philosophie consiste à essayer de décoller ces étiquettes et de voir ce qu'il y a derrière. Et de voir qu'en fait, les choses sont jamais aussi simples qu'il y paraît. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'en pensant à la vie, vous étiez tous dit que la vie, oui, c'est évident, on ne va pas définir ce qu'est la vie, on sait très bien ce que c'est que la vie, je suis en vie, vous êtes en vie. Oui, mais alors essayez de la définir. Là, déjà, on se dit, bon, c'est intuitif, je ne sais pas si, voilà, est-ce qu'on peut mettre des mots vraiment derrière? Alors, on pourrait faire, et j'aurais pu, je vais creuser cette hypothèse jusqu'au bout, j'aurais pu vous parler de la vie comme dans un cours de philosophie avec un plan en 3 parties. Vous savez, ces plans en 3 parties
qui vous ont peut-être marqué lorsque vous étiez en terminale et qu'on vous a appris à faire des dissertations, qui bien heureusement, la philosophie ne se réduit pas à l'exercice de ces plans en 3 parties, et qui ont surtout cet intérêt formidable de faire croire que tout a un sens et tout a un ordre, qu'il suffit d'ordonner les choses, et que l'argumentation à l'œuvre dans la dissertation est le reflet de notre existence. Vous avez suffisamment vécu, il ne suffit pas de vivre très longtemps pour comprendre que ce n'est pas du tout le cas. Mais on pourrait très bien dire, grand 1, la vie dans disons, sa conception scientifique et biologique, qui se définit selon certains critères objectifs, qui font que, eh bien, entre l'être humain, le guépard et l'orchidée, il y a un point commun qui est la vie. C'est-à-dire que la vie serait ce qui relie les différentes espèces entre elles, selon des modalités d'existence extrêmement différentes. Il y a une différence entre le végétal, l'animal et l'humain. Et pourtant, nous disons que ces 3 espèces, ces 3 catégories, pour le coup, sont en vie. Donc il y aurait toute une réflexion à faire sur la dimension biologique de la vie qu'on peut tout à fait définir, avec que ce soit la circulation sanguine, c'est-à-dire le battement de cœur, ou bien les cellules qui se reproduisent. Il y a un substrat biologique à ce qu'est la vie, qu'on ne peut pas passer sous silence, qui est absolument essentiel. Grand 2, on aurait proposé une espèce de notion éthique, enfin la dimension éthique de la vie. C'est-à-dire que le terme même de vie véhicule une certaine valeur qui n'est pas donnée a priori. La vie en tant que telle n'a pas une valeur a priori. Pourquoi décide-t-on que la vie est une bonne chose? D'ailleurs, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais c'est bien parce que cette valeur n'est pas donnée a priori qu'il y a des débats, ce que nous appelons des débats bioéthiques, sur le sens à donner à l'existence, y compris dans les questions de fin de vie, par exemple, extrêmement délicates, extrêmement périlleuses. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas d'accord? Parce que nous ne sommes pas d'accord sur la valeur à donner à cette vie-là, si bien que nous voulons accompagner jusqu'au bout, eh bien, ceux que nous investissons dans cette vie. C'est-à-dire que nous n'aurons pas la même position sur cette question de débat, disons, bioéthique, selon que l'on tienne la vie pour un bien absolu ou pas. Selon qu'on la considère comme un passage éphémère avant d'atteindre peut-être une autre vie dans un au-delà, ou juste une fin en soi après laquelle c'est le noir absolu, il ne se passe rien. La position que nous adoptons vis-à-vis de ces enjeux qui sont aussi éminemment politiques reflète la valeur que nous accordons à cette vie. Et que ce soit l'objet d'autant de débats montre bien que c'est ça qui est intéressant, qu'il y a aussi une pluralité de conceptions qui correspondent à autant de regards que nous portons sur l'existence et qui sont tous une manière d'exprimer le rapport que nous engageons à notre propre vie. Vous voyez, on en revient à la distinction entre ma vie et la vie. Nous considérons la vie à travers le prisme de notre propre vie. Il est très important d'en prendre conscience pour savoir que nous ne parlons jamais d'un point de vue complètement abstrait, y compris les philosophes. Monsieur le maire citait certaines citations, Schopenhauer, Camus, qui ont, alors pour le coup, en plus Schopenhauer et Camus, ce sont 2 tempéraments opposés. Schopenhauer pense que la vie n'est rien d'autre qu'un pendule qui oscille entre la souffrance et l'ennui. C'est ce qu'on appelle le pessimisme de Schopenhauer. Camus, à l'inverse, pense que la vie est en elle-même absolument absurde, c'est-à-dire qu'elle n'est justifiée par aucun sens, mais qu'elle vaut quand même la peine d'être vécue par la jouissance qu'elle nous apporte. Camus est celui qui peut profiter d'une journée au soleil, d'un bain dans la mer à côté de la femme qu'il aime, de tendre la main pour saisir un fruit et croquer dedans et jouir de ce plaisir-là, et qui s'en contentent. Ce sont 2 tempéraments, 2 caractères très différents, qui eux-mêmes ont chacun produit une philosophie très différente. Il est très important de garder en tête que les mots ne viennent pas de nulle part et que toutes les réflexions que vous allez lire sur la vie, que ce soit Romain Gary que j'ai cité ou d'autres philosophes, sont ancrés dans un corps et dans un caractère qui déterminent ce qu'ils disent. Et qu'il n'y en a pas un qui a raison ou un qui a tort, la question de savoir comment on argumente, et comment tel philosophe trouve un écho dans votre propre vie, c'est la seule chose qui compte. Grand 3, je n'ai pas oublié qu'on était en train de faire une dissertation pour vous montrer une manière de déplier les enjeux philosophiques de la vie. On va passer à autre chose ensuite, mais je termine quand même cette dissertation. Grand 3, eh bien, donc après avoir dit que c'est un concept scientifique et biologique, une notion éthique, on pourrait dire que réfléchir à ce qu'est la vie, écrire une dissertation sur la philosophie de la vie, eh bien, c'est le propre de l'homme. C'est-à-dire qu'ici, on retournerait les choses en se disant, mais finalement, s'interroger sur la vie c'est quelque chose qui n'est pas commun à toutes les espèces qui sont en vie. Se demander ce qu'est la vie, seuls les êtres humains peuvent le faire. Et donc, si la vie fait se rejoindre des espèces différentes et des modalités d'être différentes, seul l'humain, l'être humain, est doté de la faculté de réfléchir à ce qu'elle est. Ce qui nous renvoie à nous-mêmes.
Ce qui fait que cette définition-là ne pourra jamais être produite que par nous-mêmes, êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des modalités de la vie qui sont particulières, qui sont singulières, qui font que nous ne les partageons pas toutes avec l'ensemble même de ce que l'on met dans ce terme abstrait qu'est la vie. Alors j'aurais pu, voilà ce que j'aurais pu faire en 30 minutes, et vous auriez été très content d'avoir ces notions, enfin j'espère, mais simplement, non seulement vous l'aurez compris, je pense qu'il n'y a pas de sens à parler de la vie sans parler de la vie, mais je crois également que si on essaie de cerner ce qu'est la vie pour un être humain, on ne peut pas ne pas parler de la mort. Notre vie a ceci de particulier qu'elle a un terme, nous le savons tous, pardon de le dire si abruptement pour ceux qui n'étaient pas au courant, ce sera au moins une chose à retenir dans cette journée. Et toute la question de la valeur de la vie ne prend son sens que parce que celle-ci ne dure pas. Et c'est là où la philosophie peut-être a un rôle à jouer, la philosophie et la littérature selon certains écrivains, c'est d'avoir le courage, je vous parlais de courage tout à l'heure, vous voyez de quoi il s'agit, de voir en face cette réalité-là, de la nommer et de ne pas en désespérer. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup d'insolence aussi, j'employais le terme d'insolence, c'est aussi, comme dirait Romain Gary, un certain bras d'honneur fait à la vie que de dire « mais oui, tu ne vas pas durer, mais moi je vais en faire quelque chose, et je ne vais pas en désespérer ». C'est là où se situe, à mon sens, tout l'enjeu important de toute réflexion sur la vie, c'est comment on en arrive là. La semaine dernière, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, un philosophe qui s'appelle Clément Rosset est mort. C'était celui que je tenais pour le plus grand philosophe contemporain, et j'avais prévu de vous en parler aujourd'hui parce que c'est celui qui, à l'instar de Romain Gary, a à mon sens le mieux saisi ce qui fait le charme et la beauté même de l'existence. Clément Rosset se présentait comme le philosophe du réel, mais aussi le philosophe de la joie. Et dans ce terme même de joie, il faut essayer de comprendre ce qu'on y met, parce que on ne décide pas d'être joyeux. Je vous parlais de Camus tout à l'heure, il ne s'est pas levé un matin en disant « je vais choisir d'embrasser la vie avec tout ce qu'elle a de meilleur ». Il y a une question de caractère, mais c'est aussi une position philosophique sur la vie que de choisir la voie. Ça me permet, en vous parlant de Clément Rosset, de vous montrer en quel sens il est très important d'ancrer la réflexion sur la vie dans un corps, sans forcément explorer cette dimension proprement biologique et scientifique. Mais il est assez émouvant pour moi, et je pense que ça a des échos pour vous, avec d'autres gens que vous connaissiez, avec qui vous avez vécu cette même expérience, bien de voir que de parler de quelqu'un de vivant et de parler de quelqu'un de mort, c'est pas la même chose. Alors certes, en philosophie, les textes survivent. La philosophie a ceci de particulier que c'est bien souvent un dialogue avec des fantômes. Les dialogues platoniciens ont été écrits il y a tellement longtemps qu'on en oublie que les auteurs presque ont réellement vécu. Ils ont une vie. Ces textes, ces dialogues, qui sont à l'origine même de la philosophie, ont une vie bien à eux. C'est étrange d'ailleurs que cette vie des textes. Vous voyez, c'est encore une notion de la vie que je n'avais pas encore abordée. La vie des textes, qu'est-ce que c'est ? C'est pas biologique. C'est pas une question de débat. C'est nous qui les faisons vivre, justement. Bien. Voilà, ces textes-là appartiennent à une forme d'intemporalité. Leur vie n'est pas celle qui est dictée par une naissance et par une mort. C'est au contraire une vie qui perdure au-delà du cycle de la vie et de la mort de ceux qui les écrivent. Des textes comme les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, les noces de Camus, quelque part dans l'inachevé de Jankélévitch, pour citer quelques-uns des plus beaux textes de philosophie qui soient, sont des textes qui durent et qui sont bien vivants. Qui sont bien vivants au sens, mais quasiment biologique du terme, tellement chaque mot associé au suivant, à la structure générale du livre, produisent comme un organisme qui nous dit quelque chose, qui nous interpelle. Il faut savoir lire les textes de philosophie de cette façon, et c'est très facile, il suffit de les écouter. Ils vous disent, ils vous interpellent de cette façon-là, les bons textes de philosophie. C'est si vrai de l'histoire d'ailleurs de la philosophie que c'est l'inverse qui est surprenant, c'est qu'un philosophe aussi grand que Clément Rosset puisse être encore vivant. C'était ça, voilà, c'est ça qui était très surprenant. Il a désormais rejoint la logique même de l'histoire de la pensée. La vie ne peut pas se penser sans la mort. Et si cette mort-là, on peut partir de ce point de vue-là, la mort qui est la fin de la vie, si cette vie-là en particulier, je parle de mon expérience, elle a un écho chez vous, je pense, si la mort de ce philosophe qui est Clément Rosset, que ce soit l'occasion pour vous de le découvrir, hein, c'est un philosophe qui est extrêmement facile à lire, très agréable à lire, et qui, à mon sens, a absolument tout compris, ce qui est quand même difficile. Si cette mort-là m'a autant touchée, c'est parce que ce n'était pas simplement la mort d'un nom,
mais la mort d'un corps. Je vous l'ai dit, quelqu'un que je connaissais, avec qui je m'avais déjà convié à faire les deux choses qu'il aimait le plus dans l'existence, à savoir écouter de la musique et boire du vin. Mais alors boire du vin, c'est pas boire un verre de vin, c'est pas boire une bouteille de vin, c'est même pas boire 2 bouteilles de vin, c'est boire du vin jusqu'à être non pas ivre-mort, mais ivre-vivant, disait-il. Et je me souviens d'une fois où il avait bu tellement de vin jaune, c'était son vin de prédilection, le vin d'Arbois. Il en avait tellement bu qu'il ne pouvait plus se lever. Je me suis demandé si à un moment, il ne fallait pas le rouler au sol pour le faire quitter la pièce, tellement il ne pouvait plus se déplacer. Et cette ivresse-là qu'il atteignait était pour lui le summum de la sagesse. Clément Rosset pensait que le discours le plus pertinent sur la vie était celui de l'ivrogne. Ce n'est pas simplement de la provocation, et ce n'est pas par cette insolence dont je vous parlais tout à l'heure, c'est parce que l'ivrogne est celui qui voit double. Celui qui voit double sait qu'il n'a pas accès au réel. Le problème est l'homme sobre qui pense qu'il a accès au réel parce qu'il voit clairement et distinctement ce qu'il y a devant lui. Non, rappelez-vous, on ne voit pas les choses elles-mêmes, mais les étiquettes qu'on a posées sur elles. La grande vertu de l'ivrogne est qu'il sait pertinemment qu'il ne peut pas voir correctement parce qu'il voit double. Et qu'il sait que pour avoir accès au réel, il doit voir double, il n'a pas le choix. C'est ce que nous faisons sans cesse. Nous voyons autant le monde que les images que nous mettons sur lui. La plus grande difficulté que nous avons, c'est de saisir la singularité des choses. C'est ce que dit Clément Rosset. Et c'est la vie dans sa singularité qui est si difficile à saisir. C'est-à-dire enlever les pincettes avec lesquelles nous saisissons ce de quoi nous sommes faits, et qui sont les mots des autres, les images que nous collons, notre vie rêvée, notre vie idéale, qui sont autant de doubles de notre existence, de doubles en mieux. Mais rien n'est plus difficile que de saisir les choses dans leur simplicité. Rien n'est plus difficile que le simple. Or, rien n'est plus simple que la vie. À partir de là, comment arriver à produire, alors même pas un discours, mais quelques mots, une parole satisfaisante pour qualifier notre rapport à la vie? Je crois que rien de vraiment complet ne peut être dit sur la vie si on ne l'ancre pas dans ce corps. Dans votre corps ici présent qui nous écoutez. Vous êtes présent ici en chair et en os. Je suis présente, nous sommes présents. La vie passe par ce corps-là et pas simplement par celle de la pensée que j'essaye de vous transmettre. Si j'avais été un robot aujourd'hui, j'aurais pu vous dire exactement la même chose, il y aurait la vie en moins. Et vous voyez comme ça aurait tout changé. Il faut prendre en... Je crois que si on réfléchir sur la vie sans l'incarner dans un corps, ça ne vaut pas une heure de peine. Et ça, les philosophes qui me sont chers l'ont bien compris. Alors, un mot encore sur cette joie. Parce que je crois que le caractère absurde de l'existence ne doit pas enlever la joie de vivre et la joie de réfléchir à ce qu'est la vie et la joie même d'être en vie. Pourquoi est-ce une bonne chose d'être en vie? Pourquoi devrions-nous nous réjouir d'être en vie? Après tout, les raisons de s'en plaindre sont nombreuses. J'en vois 3, et ce n'est pas un plan. Hein. Plainte numéro 1. Personne n'a demandé à être là. Enfin, vous, aujourd'hui, vous avez demandé à être là, et j'en suis ravie, mais personne n'a demandé à naître. Nous sommes le résultat, dans le meilleur des cas, d'un moment de plaisir pour au moins l'un de nos 2 parents. Qui n'avaient pas forcément en tête, d'ailleurs, à ce moment-là, qu'ils étaient en train de se reproduire, c'est-à-dire de fabriquer de la vie. Et voilà une réflexion qui est quasiment absente de l'histoire de la philosophie. Pas simplement la sexualité et la jouissance qu'on peut prendre dans l'activité sexuelle, pourtant là on parle exactement de la vie, et pas simplement même de la reproduction, mais de l'expérience qu'est de porter en soi la vie. Et pour cause, l'histoire de la philosophie a été quasiment intégralement écrite par des hommes. Donc c'est une expérience qu'on ne trouve pas beaucoup. Mais pensez-y une seconde, hommes comme femmes d'ailleurs, il n'a pas besoin d'avoir vécu cette expérience, même femmes qui n'ont pas eu d'enfants, peu importe. Cette chose complètement improbable qui est de porter en soi une autre vie que la nôtre. C'est-à-dire d'avoir en soi une multiplication de la vie. C'est déjà assez difficile de penser sa propre vie, mais on en porte une autre, en soi, qui n'a rien demandé, dont nous sommes souvent, pas toujours d'ailleurs, mais plutôt contents de cette existence à venir, mais qui perturbe complètement, pour le coup, le cadre de pensée que nous avions par rapport à notre vie. Le fait que nous n'ayons pas demandé à être là explique beaucoup ce sentiment de révolte qui nous anime et qui a des causes objectives sociales, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que les conditions d'existence ne sont pas des motifs légitimes à se plaindre et à se révolter.
Mais quand même, il y a cette idée que c'est pas de ma faute. Je n'ai pas demandé à être là. Je suis née et je dois composer avec. Simplement, maintenant que je suis là, il y a une forme de responsabilité qui m'incombe. Et c'est là où la dimension morale est absolument passionnante. La vie, je ne l'ai pas demandé, mais j'y suis, donc je dois assumer. C'est pour ça que la morale est si importante entre les êtres humains, c'est qu'il y a la notion, une fois que nous sommes là, nous sommes embarqués, dit Pascal. Le philosophe Pascal a cette phrase géniale qui dit « nous sommes embarqués ». En fait, peu importe qu'on n'ait pas eu le choix, on est là. Et maintenant, il faut faire avec, et il faut essayer de faire en sorte qu'on vive le mieux possible ensemble alors qu'on ne l'a pas demandé. Toute la morale vient de là. Plainte numéro 2. Non seulement nous n'avons pas demandé à être là, mais on va tous mourir. Comme un cadeau qu'on nous retire. Non seulement on n'a rien demandé, mais en plus notre vie a une fin. Double motif de plainte et de révolte bien légitime. Vous voyez, quand on parle du caractère absurde de l'existence, c'est ça que ça veut dire. Plainte numéro 3. Nous n'avons pas demandé à être là. Cette vie a une fin et personne ne nous a dit quoi faire entre-temps. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nés avec un carnet de bord, avec un plan, un manuel. Ce serait pas mal, un manuel d'utilisation de la vie à l'usage de ses habitants. Et il suffirait de suivre point par point ce qu'il y aurait à faire et peut-être que voilà, on se donnerait l'illusion d'un sens. Personne ne nous a dit quoi faire entre-temps. C'est généralement le moment où Dieu entre en scène, ou les médecins, ou les gourous, ou les philosophes. C'est le moment où la morale intervient, c'est le moment où le caractère insupportable de cette absurdité, de cette absence de sens, nous conduit vers un sens, vers quelque chose de supérieur, de transcendant. Je lève les yeux au ciel parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui nous dépasse. Ça ne peut pas être un autre être humain, il faut que ce soit quelque chose de plus haut, de plus fort, d'où l'importance des idées, d'où l'importance de la foi, de Dieu, d'où l'importance de la loi. Peu importe. Il faut un sens, nous le cherchons où nous le pouvons, et on fait ce qu'on peut, vraiment, pour le coup. Alors à partir de ces 3 constats de plainte bien légitimes, pourquoi une philosophie de la joie? Pourquoi se réjouit-on d'être en vie? C'est peut-être ce que, pour le coup, Romain Gary et Clément Rosset ont en commun, et Albert Camus également, et beaucoup d'autres philosophes. Mais c'est de distinguer, cette distinction est très importante, le tragique de l'existence du dramatique. En fait, dire que la vie est tragique n'a rien de dramatique. C'est juste prendre conscience qu'elle va se terminer. Mais ça, encore une fois, on le sait. Et ça ne veut pas dire que les raisons de vivre ne sont pas nombreuses et qu'on ne peut pas s'en trouver. Mais paradoxalement, ce sont les philosophes tragiques, donc ceux qui pensent la vie dans son absurdité, qui sont les meilleurs philosophes de la joie. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être ce courage de penser les choses pour ce qu'elles sont, cette lucidité sur l'existence qui est parfois très douloureuse à voir en face, est peut-être la condition sine qua non de la joie de vivre. Que peut-être la joie de vivre ne s'obtient pas sans cette certitude, parfois douloureuse encore une fois, parfois gaie, parfois réjouissante, du caractère éphémère de la vie. Et qu'en ce sens, la sagesse dont on parle beaucoup en philosophie, la philosophie serait une quête de sagesse, eh bien peut-être faut-il en passer par, disons, le côté le plus douloureux de l'existence pour mieux en saisir les raisons de se réjouir. En clair, si la vie était éternelle, on n'aurait plus peur de mourir, mais on s'ennuierait beaucoup. Imaginez comme notre vie changerait s'il n'avait pas de fin. Imaginez cette lassitude qui s'emparerait de nous à refaire encore et encore et encore et encore les mêmes choses, sans fin, jusqu'à une mort qui n'arriverait jamais. Le prix, la saveur même que nous pouvons accorder à notre propre vie vient du fait que nous savons qu'elle a un terme. Et c'est de là que peut naître la joie. La joie est cette acception, mais sans réserve et sans limite, ce oui dit à la vie. Non pas quelle qu'elle soit. Ce n'est pas une acceptation béate, les bras ouverts, oui, je dis oui à tout, je me résigne à tout ce que vous m'imposez. Au contraire, Camus est celui qui le pense mieux, le sens de la révolte et le oui, l'acquiescement à l'existence. C'est Sisyphe qui pousse son rocher. Vous savez, Sisyphe, celui qui est condamné éternellement à pousser son rocher en haut d'une montagne, et le rocher retombe, et il le repousse indéfiniment. Eh bien, nous dit Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Et c'est peut-être à cela que nous sert la philosophie. Alors, un dernier texte, avant de céder la parole à Boris Cyrulnik, enfin, un dernier point. Je vous disais que pour Clément Rosset, les 2 choses les plus merveilleuses de l'existence et les plus joyeuses étaient la musique et le vin.
Alors non, je n'ai pas amené à boire, mais je voudrais vous citer un paragraphe d'un auteur un autre grand homme, qui lui aussi avait conscience du caractère extrêmement tragique de l'existence et qui avait trouvé les mots pour en parler, et qui nous a quittés il y a très peu de temps. Voici le texte. Dites-moi si vous reconnaissez. Voix, comme les étoiles, sont indifférentes au chagrin, au bien, au mal, à la lumière du matin. Dès que nous aurons franchi le seuil de notre vie, que restera-t-il de nos peines de cœur, de nos douleurs passagères? Aujourd'hui, tu pleures la fin d'un amour, mais demain ou dans une heure, ce sera mon tour d'avoir mal. Vous reconnaissez? Ça fait voix, comme les étoiles, sont indifférentes au chagrin, au bien, au mal. C'est la chanson de Jacques Higelin qui s'appelle « Chanson ». Jacques Higelin qui est mort hier. Ce texte-là dit exactement en 10 lignes ce que je viens d'essayer de vous dire en une demi-heure, en fait. Hein. Vois comme les étoiles sont indifférentes au chagrin, c'est-à-dire que vraiment, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, les étoiles s'en contrefichent. Le monde n'est pas là pour nous faire plaisir, et c'est ça, cette douleur, cette blessure que nous portons en nous. Le sens n'est pas à chercher, le réconfort n'est pas à chercher dans le monde extérieur, puisqu'encore une fois, nous sommes là dans un monde qui n'a pas besoin de nous. Et pourtant, Higelin en fait une chanson, de même que Romain Gary en fait des textes et des romans. C'est-à-dire qu'il y a une création possible à partir de ce constat absurde de l'existence, qu'elle soit dans la joie, souvent dans la joie, dans la création, que ce soit d'une musique, d'une chanson ou d'un texte. Romain Gary est celui, je voudrais terminer avec lui, puisque c'est celui, et Higelin donc, parce que je les associe ici pour les besoins de l'occasion, et celui qui avait le plus saisi la dimension absurde de l'existence. 2 jours avant de remettre son dernier manuscrit à son éditeur, c'est-à-dire 2 jours avant, en fait, de se donner la mort, Romain Gary a remis son manuscrit à son éditeur avec ces mots en disant « Je me suis bien amusé, merci et au revoir ». Et qu'un homme qui choisisse, après avoir écrit des romans absolument sublimes, qui choisissent de se donner la mort, prennent le temps, non seulement de dire qu'il s'est bien amusé, comme sans rancune, de dire merci et au revoir. À quoi dit-il merci? C'est-à-dire que c'est comme s'il avait conscience qu'on lui avait donné quelque chose et qu'il était tellement insupportable qu'on lui retire que c'est lui qui choisit de se le retirer. Et ce merci-là, peut-être c'est dans ce merci-là se trouve tout le secret d'une forme de joie de vivre. En clair, cette philosophie de la joie qui peut être inhérente à la vie et qui est en tout cas présente chez les auteurs dont je vous ai parlé aujourd'hui, est possible, est atteignable, et j'aimerais vous conduire vers ce chemin-là. Et je finirai avec cette dernière phrase de Romain Gary, une autre, qui est magnifique. La vie, on peut la définir de beaucoup de façons, mais la vie, c'est ce qui demande des encouragements. Voilà, merci à tous. Voilà, je suis très content d'avoir rencontré Adèle parce qu'avant, je voyais le monde avec des mots, je voyais des choses, donc je collais des étiquettes sur les choses et j'avais les idées claires. Mais maintenant, grâce à Adèle, j'ai fait un grand progrès, j'ai les idées confuses. Alors, je vais essayer de continuer cet exposé que j'ai apprécié mot à mot, avec la musique des mots aussi. Les mots, la musique des mots et même les gestes. C'est beaucoup, ça aide à la rhétorique, la manière de parler. La musique des mots aide à comprendre les mots. Et j'avais des relations très amicales avec Benoît Brault, qui vient de sortir un livre posthume. Plutôt, c'est sa fille qui vient de sortir un livre posthume où elle raconte un peu avec des mots d'écrivain un peu ce que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire comment les mots peuvent avoir plein de sens différents et qu'on arrive à comprendre tous ces sens différents et même parfois opposés. Et elle est morte à 94 ans et un jour un de ses amis lui dit « Oh, tu as de belles dents ». Et elle reste glacée, elle se tourne vers moi, elle me dit « Ça, c'est 2 vacheries ». La première vacherie, c'est de dire qu'avant, j'avais des dents très laides, et la deuxième vacherie, c'est que maintenant, tu as un râtelier. C'est-à-dire que les mots
avait collé des étiquettes, tu as de belles dents. C'était des étiquettes, mais en décollant les étiquettes, aïe aïe aïe. Alors je vais continuer un petit peu à décoller les étiquettes, avec un peu comme Adèle vient de nous le proposer. Alors comme maintenant on a fait la technologie a fait des progrès, et maintenant on peut même se passer d'ordinateur, il suffit de dire première diapo, voilà. Et là, vous avez le plan, j'ai fait pour vous l'exposer de cet après-midi, j'ai fait un plan rigoureux que je ne suivrai rigoureusement pas. Alors dans le plan rigoureux que j'ai fait, je propose de réfléchir comment ce sentiment de soi, je crois qu'il faut distinguer l'émotion qu'on éprouve du sentiment. L'émotion, je peux déclencher en chacun d'entre vous une émotion sans sens, avec des substances. Je vous injecte des amphétamines, de l'alcool, je peux vous injecter de la cocaïne. Il y a des médicaments qui provoquent des dépressions, par exemple la réserpine qu'on donnait pour faire baisser la tension. Une personne sur deux avait des dépressions sans raison. Aujourd'hui, dans les cancers du foie, on donne des interférons qui permettent de lutter contre le cancer du foie, et plus d'une personne, d'un malade sur deux, déprime douloureusement au point qu'il faut arrêter l'interféron au risque de laisser redémarrer le cancer du foie. Or, là, on a des dépressions d'une violence intense sans aucune raison. C'est purement la stimulation chimique d'une zone cérébrale qui provoque parfois l'euphorie, la cocaïne, la morphine, ou le désespoir profond, la réserpine, l'interféron. Alors là, on éprouve des émotions. Or, le sentiment, et là je rejoins un peu ce que Adèle vient de nous expliquer, c'est que le sentiment, c'est une émotion ressentie profondément, authentiquement dans son corps et provoquée par un récit. Et ce récit, alors là, on peut en inventer autant qu'on veut, selon les rencontres, selon les circonstances, selon le talent, selon la manière de se placer dans le monde. Alors je vais commencer mon premier chapitre, ça sera le récit préverbal. Pourquoi est-ce que parmi nous, certains acquièrent une certaine sensibilité du monde, ils voient des choses mieux que d'autres, que le voisin ne voit pas, et pourtant on est théoriquement dans le même monde, mais sensoriellement on n'est pas du tout dans le même monde. Ensuite, on se fait donc un récit de soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'est arrivé, je me raconte ce qui m'est arrivé, et donc là j'ai une représentation verbale qui déclenche en moi un sentiment de soi, mais ensuite quand je raconte ce qui m'est arrivé à quelqu'un qui me sécurise, je me sens mieux, mais quand je fais le même récit, quand j'essaye de raconter ce qui m'est arrivé à quelqu'un qui m'insécurise, je me sens encore plus mal. C'est le même récit. C'est l'autre qui, en se taisant, a participé à la construction du sentiment que j'éprouve de moi, du récit que je fais de moi. Alors, donc, le partage du récit provoque un sentiment de soi qui dépend de l'autre, qui dépend de mon interaction, de ma rencontre avec un autre qui me sécurise ou avec un autre qui m'insécurise. Ensuite, je parlerai de l'importance des récits collectifs et je terminerai en disant à quel point les machines, la technologie participent aussi au récit qu'on se fait de soi, en soi, ou de soi, autour de soi, avec les autres. Photo suivante. Alors voilà, on va passer quelques minutes dans le récit préverbal. En haut, tout en haut, vous avez un animal, qui donc n'a pas accès à la parole. Or, je travaille en éthologie humaine avec des scientifiques et avec des vétérinaires qui sont des praticiens et qui m'expliquent que les animaux humanisés comprennent un grand nombre de nos mots, alors qu'eux sont totalement incapables d'articuler un seul mot. Et ils comprennent un grand nombre de nos mots. Et par exemple, nos chiens, quand ils vivent avec nous, quand on les côtoie et quand on leur parle tous les jours, finissent à comprendre 100 ou 200 mots différents. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui font une carrière avec moins que ça. C'est-à-dire que... eh ben, donc, vous avez, sur votre gauche, vous avez un gars, Charlie Chaplin, avant de faire des films, faisait des films sans parole, on comprenait tout.
les mimiques, les postures, le contexte, fait qu'on comprenait clairement tout alors qu'il n'avait pas prononcé un seul mot. Simplement, les gestes étaient accompagnés d'une musique, une époque que j'ai connue où on avait un pianiste qui était en bas et on pleurait, on se fâchait, on avait des émotions intenses, on avait un sentiment, émotion provoquée par une représentation, on avait un sentiment intense alors que les comédiens n'avaient pas prononcé un seul mot. Et puis en bas, vous avez un gars qui était un bébé préverbal. Aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Vous avez sûrement remarqué ça. C'est un mystère, ça. Aucun bébé ne parle alors qu'il était un être humain. Aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Pourquoi? Alors, ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai. Il y en a un seul qui a parlé à peine né, c'est Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais et on lui en apporta de tout le canton de Beusse et du Bibarré. Je ne sais pas où c'est le Beusse et le Bibarré, mais il y a sûrement un bon vin. Mais à part ça, tous nos bébés, tous nos enfants, quelle que soit la culture, quel que soit le niveau socio-culturel de leurs parents, tous nos enfants commencent l'aventure de la parole, débarquent dans le monde des mots vers le 18e, 20e mois, et au 30e mois, sans école, sans prof, sans livre, ils ont acquis la langue maternelle. Performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. Personnellement, j'ai appris le français, je pense, entre le 20e et le 30e mois, comme tout le monde. Ça fait 70 ans que je suis débutant en anglais. C'est-à-dire que c'est mystérieux, ça. Pourquoi est-ce que les autres langues, on ne peut plus, il faut des livres, il faut des profs, et on n'arrête pas de les apprendre toute notre vie. Alors la langue maternelle aussi, on n'arrête pas de l'apprendre, mais on l'acquiert, on ne l'apprend pas. Elle s'imprègne en nous en 10 mois, au corps à corps. Alors ce que je viens de dire mérite aussi une petite correction, c'est qu'il y a de plus en plus de travaux d'étho-linguistique, c'est-à-dire des comportements de parole, parce qu'on ne parle pas au hasard, on ne se dispose pas dans l'espace n'importe comment pour parler, et on se rend compte que les publications actuelles rendent observable, puisqu'elles cherchent à être scientifiques, c'est-à-dire rendre observable l'invisible, elles cherchent à rendre observable et elles permettent de poser la question suivante. Il semble bien que les petites filles, à 17 mois, aient déjà 50 mots, des règles de grammaire et un début de double articulation, performance intellectuelle que ne feront les bébés garçons qu'à 22 mois. Ça reste entre nous, hein, ça ne sort pas de la salle. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de maturation? Si vous voulez qu'on se dispute, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une différence de maturation, de vitesse de maturation entre les garçons et les filles. Pour l'instant, les filles sont contentes, mais dans une génération, ça va poser un problème anthropologique passionnant, donc terrifiant, tragique, comme Adèle vient de nous l'expliquer. Alors, et puis, à votre droite, vous avez un homme qui a perdu la parole, il est aphasique, il continue à comprendre. Il a vécu toute sa vie dans un monde de mots qu'il ne comprend plus. La machine à comprendre les mots et la machine cérébrale à fabriquer les mots est cassée. Il a eu un accident vasculaire, c'est cassé. Il ne comprend plus les mots. En une seconde, il ne comprend plus les mots. Il continue à comprendre la vie, les gestes, les mimiques, et il continue à vivre dans un monde sans mots. Alors, photo suivante. Donc, là, je vais passer rapidement, parce que je sais qu'il y a des médecins dans la salle, mais je vais passer rapidement pour fixer un peu une image qui aide à penser, qui donne une sensation d'évidence, donc qui est un piège de la pensée. Mais je vais quand même passer quelques secondes sur cette image. L'idée qu'on propose, c'est qu'à cause de votre copain Descartes, Descartes a rendu service à la médecine expérimentale avec sa méthode de pensée, d'analyse et de réintégrer dans un corpus. C'est merci Descartes pour la médecine expérimentale, pas merci pour la psychologie. Puisque la psychologie, pour Descartes, l'âme, un monde intime, sans substance et sans étendue, ne pouvait pas être étudié, alors que le corps, merci Descartes, on pouvait faire, il a fondé probablement, il a encouragé probablement la démarche scientifique qui est une réduction. On comprend grâce à la méthode scientifique parce qu'on réduit le problème. Et en le réduisant, on peut mieux le voir et le manipuler.
merci Descartes, mais pas merci en psychologie, où je ne sais pas comment. Alors j'ai des amis philosophes, il faut toujours avoir des amis philosophes, hein, mais qui m'ont dit, mais tu as tort, lis Descartes, et ils m'ont envoyé des photocopies des quelques pages où Descartes parle, paraît-il, est fondateur de la psychosomatique. Donc j'ai lu ces quelques pages, je n'ai rien compris. Comment fait-on pour articuler... Alors Descartes dit, l'âme est amarrée à la bite de l'épiphyse. La bite, c'est un terme de marine, qu'est-ce que vous avez été croire? C'est-à-dire que c'est amarré là où on amarre les bateaux. Comment fait-on pour amarrer quelque chose qui n'a pas d'étendue et pas de substance à un organe qui est une glande entre les deux hémisphères? Je ne comprends pas. Mais ça ne fait rien. On va continuer quand même à jouer avec les mots. Alors, donc, là, voilà le nouveau mode de raisonnement qu'on propose quand on s'entraîne aux théories actuelles, qui sont des théories qui intègrent les données de disciplines différentes. Alors, c'est passionnant, mais c'est embêtant parce que c'est fatigant et parce qu'il faut rencontrer des gens et se former à des disciplines différentes. C'est passionnant, mais il faut lire, il faut rencontrer, il faut voyager. Là, vous avez à votre gauche, en haut, un lobe préfrontal qui, lorsque un bébé préverbal vit dans un monde sans mots, on ne lui parle pas, le lobe préfrontal n'est pas stimulé et les synapses, les neurones pas stimulés, ne vont pas envoyer des dendrites, c'est-à-dire une arborisation des branches, des branchioles, qui vont à la rencontre des autres neurones et qui font que le cerveau préfrontal est gonflé. Un enfant à qui on ne parle pas donne une apparence d'un cerveau préfrontal aplati. Il n'est pas aplati, puisqu'il suffit qu'on change l'enfant de milieu, qu'on parle autour de cet enfant pour que les dendrites recommencent à être stimulés et partent à la connexion des autres neurones et que cette pseudo-atrophie disparaisse à une vitesse stupéfiante. On parle maintenant de résilience neuronale qu'on peut photographier, mesurer, qu'on peut photographier, colorier. Les tractographies font des photos très belles où on voit les traces des neurones qui se remettent à fonctionner. Mais une des fonctions du lobe préfrontal, c'est au milieu l'amygdale. Alors l'amygdale, c'est l'amygdale qui est ici, hein, c'est pas l'amygdale qui est ici. Hein. Alors l'amygdale qui est à la base, c'est le socle neurone, c'est une petite amande de neurones qui fait que quand on touche avec un abcès, avec une tumeur, avec un accident, quand on touche cette zone de neurones, ça déclenche, c'est volontairement que je souligne ce mot, ça déclenche une émotion d'une intensité insupportable, angoisse, colère, mélancolie, insupportable. Quand j'étais en neurochirurgie, on voyait de temps en temps des tumeurs qui stimulaient cette zone. Les gens avaient des rages insupportables. On enlevait la tumeur et la rage disparaissait au réveil de l'anesthésie. Aucun sens, simplement la stimulation déclenchait une émotion. Donc ces enfants qui, accidentellement, sont privés d'entourage affectif, verbal, stimulant les deux lobes préfrontaux, ne freinent plus l'amygdale rhinencéphalique à la base du cerveau. Ils éprouvent toute information comme une agression. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Mais je te regarde pas comme ça, je te regarde. Tu me manques de respect. Je te manque pas de respect, je te dis bonjour comme je dis bonjour à n'importe qui. Pour eux, toute information est une agression parce que leur cerveau est altéré, parce qu'ils ont été privés de la verbalité préverbale, c'est-à-dire qu'au cours des premiers mois de leur vie, pour une précarité sociale, pour une situation de guerre, pour une situation de malheur familial, pour une situation de conflit conjugal, etc., la vie, pour ces enfants-là, ont acquis une altération cérébrale d'origine relationnelle. Quand j'étais étudiant, on nous expliquait que le cerveau était dans une boîte crânienne. Mon œil, le cerveau est sculpté par le milieu. C'est-à-dire que là, on a un degré de liberté, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous, on peut structurer le milieu qui nous structure, on a donc un degré de liberté, donc de responsabilité. Alors, donc j'étais bien avant cette phrase et maintenant je deviens anxieux. Alors, photo suivante.
voilà quelqu'un qui illustre l'idée que je viens de vous proposer, Ceausescu. J'ai été pour la première fois en Roumanie euh, à l'époque de Gheorghe Dej, parce que les Roumains jouaient très bien au rugby et je faisais partie d'une équipe de rugby parisienne qui forcément était la meilleure du monde, parce que quand on joue au rugby, on joue toujours dans la meilleure équipe du monde. Et on avait été invité à Bucarest et on avait été battu par les Roumains alors qu'on était bien supérieur à eux. Ils nous avaient quand même battus. Et on avait été obligé de manifester le matin et parce que sinon on n'aurait pas eu l'autorisation de jouer l'après-midi. Alors nous, ce qu'on voulait, c'était jouer, hein. Alors on avait donc manifesté, il n'y avait personne sur les bords de la rue et nous on manifestait. Et je me rappelle encore les slogans qu'on devait chanter pour avoir le droit de jouer, c'était Gheorghe Dej, luptator, pentru pace și popor. Ça veut dire Gheorghe Dej, lutteur, défenseur de la vie et de la paix. Donc, c'était pire que chez Ceausescu, mais on ne pouvait pas en témoigner, parce qu'on ne nous croyait pas. Quand j'étais jeune, et on nous disait, mais t'as pas compris. Donc, on voyait avec des récits ceux à qui je disais ça, qui étaient les gens du milieu que je fréquentais, des gens que j'aimais. Eh bien, je leur disais, vous savez, j'étais obligé de manifester. Non, 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 t'as pas compris, t'es trop jeune. Les gens voyaient avec les récits dans lesquels ils croyaient. Et mon témoignage ne leur faisait pas changer d'avis, puisque mon témoignage était un récit qu'ils ne pouvaient pas incorporer. Alors Ceausescu ensuite forçait les femmes à travailler 14 heures par jour dans des usines pour rembourser la dette roumaine, les forçait à mettre au monde le plus d'enfants possible, et il n'y avait aucune possibilité de les élever, pas de crèche, pas d'école, aucune. Donc il ne restait que ce qu'on a abusivement appelé des orphelinats. Ce n'étaient pas des orphelinats, il y avait des orphelinats roumains qui ont très bien fait leur travail, et là ce n'était pas des orphelinats, le mot ne désignait pas la chose, le mot masquait la chose, c'était des mouroirs qui étaient masqués par l'étiquette orphelinat. Et c'était des mouroirs. Les enfants, personne ne leur parlait. Ils avaient un coup de jet d'eau par mois, une gamelle par jour. Donc un coup de jet d'eau par mois. Imaginez l'odeur des enfants. Donc ça veut dire que ces enfants, étant privés d'altérité, n'avaient que des activités auto-centrées. C'est un mot qui vient de l'éthologie animale. Parce qu'on peut faire des expérimentations, on pouvait faire des expérimentations en éthologie animale qu'on ne peut plus moralement faire aujourd'hui, mais la clinique, elle, fait pour nous des expérimentations bien plus cruelles que le plus cruel des laboratoires. Quand j'ai été invité, quand je suis revenu après la chute du mur, je suis revenu à Bucarest et j'y repars la semaine prochaine, on a vu ces mouroirs, c'était très oppressant de voir ces enfants abîmés, tragiquement, terriblement abîmés par la culture. Ils ne parlaient pas, ils ne faisaient que se balancer, et quand ils avaient une émotion trop forte, ils s'auto-agressaient. Et comme j'avais une formation de médecin occidental, j'ai demandé des scanners. Je ne parle pas de résonance magnétique, des scanners de ville. Bien sûr, c'est moi qui étais agressé. On m'a dit, mais ces enfants, c'est pas la peine de demander des scanners. Vous voyez bien que ces enfants sont des monstres. Et c'est pour ça qu'ils ont été abandonnés. Ils sont des monstres parce qu'ils ont été abandonnés. Et non pas, ils ont été abandonnés parce que c'était des monstres. Alors donc, on a demandé des scanners. Tous ces enfants avaient une atrophie des 2 lobes préfrontaux. Facile à voir au scanner de ville. Dès que ces enfants étaient remis dans une culture affective banale des familles d'accueil, s'ils n'avaient pas été isolés trop longtemps, le soir même, la construction des neurones commençait et le sentiment de soi changeait, évoluait, c'est-à-dire que ces enfants cessaient de se balancer le soir même. Ils cessaient de se balancer et ils se remettaient à sourire. Ils parlaient pas, il fallait qu'ils apprennent. Mais on voyait qu'ils avaient un élan vers l'autre. Ils se mettaient en disposition spatiale pour apprendre à parler, alors qu'avant, ils étaient en disposition spatiale qui les empêchait d'apprendre à parler. Photo suivante.
Alors on s'est dit, maintenant donc, on a une représentation de soi. Alors, le fil qui organise mon exposé, c'est on a une perception de soi. Hein, on est des êtres de biologie, mais on est loin de n'être que des êtres de biologie, puisque nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. On peut souffrir d'un coup qu'on reçoit dans le réel, mais tout de suite après, on souffre encore du coup qu'on se fait de la représentation du coup qu'on a reçu. Pourquoi est-ce que j'ai reçu ce coup? Pourquoi est-ce que je n'ai pas su me défendre? Pourquoi est-ce que personne ne m'a pas défendu? Donc nous, êtres humains, on souffre plusieurs fois. Et Romain Gary était doué pour se faire souffrir. Hein. Il s'est fait souffrir de son enfance avec sa mère, il était prisonnier de l'amour de sa mère, et ensuite il s'est arrangé pour se rendre délicieusement prisonnier des femmes qu'il aimait. Et il a été souvent prisonnier. Donc, et il a connu diverses formes de souffrance délicieuses. Et d'ailleurs, il s'est suicidé quand il a cessé de souffrir de cette souffrance amoureuse. Et c'est à ce moment-là qu'il a le ticket. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. C'était plus avant sa mort. C'était, oui, on souffre plus avant la mort. On souffre. Ça a été écrit bien avant sa mort. Donc là, on s'est dit, on va essayer de voir si vraiment on est prisonnier de cette représentation qu'on se fait du monde dans lequel on vit. Est-ce que vraiment on ne peut pas y échapper? Alors là, je vais citer un travail de Denis Hofer, et il a posé 50 questions, il est psychologue, et il a posé 50 questions à une population de 77 adolescents âgés en moyenne de 14 ans. Et puis, il a fait son travail de psychologue, il a gardé les questionnaires, et puis, 34 ans après, il a gardé les adresses de ces 77 adolescents, il téléphone ou il écrit à ces adolescents, il en retrouve 67, et il repose les mêmes questions. Les gens avaient totalement oublié leurs réponses, mais lui avait gardé les questionnaires. Alors j'en ai isolé 3 pour notre rencontre aujourd'hui. Première question, est-ce que vous vous ennuyez à l'école? À l'âge de 14 ans, ils sont 28% à dire je m'ennuie beaucoup à l'école. À l'âge de 48 ans, j'ai oublié les chiffres, à l'âge de 48 ans, ils sont 58%, 2 sur 3 à dire qu'est-ce que je me suis ennuyé à l'école. Ils mentent pas. C'est la représentation de soi qui déclenche un sentiment, une émotion différente, et ils ne mentent pas quand ils disent je me suis ennuyé à l'école, alors qu'avant ils auraient dit non, non, je ne m'ennuie pas à l'école. Deuxième question, est-ce que vous êtes populaire à l'école? À l'âge de 14 ans, ils sont 25% à dire oui, ça va, j'ai quelques copains à l'école, et dans les théories de l'attachement, on sait qu'un enfant qui a 4-6 copains à l'école, c'est un enfant qui se développe bien, alors qu'il y a des enfants qui sont d'excellents élèves, mais qui n'ont pas de copains à l'école. C'est un indice qui fait craindre qu'ils s'effondrent à l'adolescence. Alors qu'on croit, l'évidence c'est un piège de la pensée, on croit qu'ils se développent bien parce qu'ils sont souriants, ils sont mignons, ils ont des copains. Indice prédictif inquiétant, ils n'ont pas de copains. À l'adolescence, le jour où le surgissement du désir sexuel les forcera, les invitera fortement à quitter leur famille, le jour où l'estime de soi, la fierté qu'ils voudront avoir de soi en devenant indépendants les obligera à quitter leur famille, ils n'y arriveront pas. On voit que le chiffre donc, est-ce que vous vous ennuyez à l'école? C'était 25% à 14 ans. Est-ce que vous êtes humilié? Est-ce que vous êtes populaire? Quand ils deviennent adultes, ils sont 53% à dire qu'est-ce que j'étais populaire à l'école. J'avais plein de copains, les femmes étaient folles de moi. Donc, troisième question qu'on a isolée, c'était l'époque où les professeurs avaient le droit de battre les enfants. Alors il y a des gens dans la salle qui ont connu cette époque. T'as compris le théorème de Pythagore? Bon, viens ici, mets tes mains comme ça. Alors on mettait les doigts comme ça. Bang, on recevait un coup de règle sur le bout des doigts, ça faisait très mal, et hop, on comprenait le théorème de Pythagore. Donc,
Donc, ils étaient, à l'âge de 14 ans, ils sont 82% à dire je suis terriblement humilié par le fait d'être battu en public, et à l'âge adulte, ils sont 30% à dire oh j'en ai vu d'autres, non, non, c'était pas si grave que ça. Donc le sentiment de soi évolue avec la vie constamment au gré des rencontres affectives, verbales, sociales. C'est-à-dire que la représentation qu'on se fait de son passé, la représentation, le récit qu'on fait de soi n'est pas le même selon l'âge et selon le moment de notre vie où on demande de le raconter. On ne ment jamais, même si on dit le contraire à 50 ans de ce qu'on a dit, de ce qu'on aurait pu dire à 20 ans. On ne ment jamais, simplement, c'est pas la même vision du monde, donc c'est pas la même émotion. C'est pas le même sentiment provoqué par un récit. Photo suivante. Alors, avec Delage, on s'est dit, il faut qu'on voit un peu si cette mémoire évolue aussi vite, à quelle vitesse cette représentation de soi évolue. Alors, on a fait à l'Université de Toulon le protocole d'observation suivant. À votre gauche, toute une pile d'images d'horreur, d'accidents de voiture. Là, j'ai mis une dame à la joue coupée. Et à votre droite, des photos jolies, des photos de fleurs, des photos de bébés, des photos amusantes, des jolies photos. Mais on a fait deux populations. Une première population où on montre les photos avec pour consigne de ne pas parler. Une deuxième population à qui on montre les mêmes photos avec pour consigne de commenter les photos. Un mois après, on revoit les gens et on leur dit « Est-ce que vous vous rappelez les photos qu'on vous a montrées le mois dernier ?» Mais bien sûr, je me rappelle. Est-ce que vous voulez nous expliquer? Les gens à qui on avait pour consigne de ne pas parler montrent à votre gauche oh là là, j'avais une femme, c'était terrifiant. Elle avait les yeux crevés, les dents cassées, le visage complètement défiguré. Et est-ce qu'il y avait des photos de beauté, des photos d'art? Oh, je me rappelle, oui, peut-être, je me rappelle, il y avait peut-être un coquelicot dans un champ de blé, peut-être. On remontre les mêmes photos avec des gens qui avaient commenté les photos. Est-ce que vous vous rappelez des photos d'horreur? Ah oui, je me rappelle bien. Il y avait une dame, elle avait une coupure sur la joue, mais c'était superficiel, c'était pas très grave. En essuyant la joue et en faisant quelques points de suture, c'était suffisant, c'était pas une faute. Et est-ce qu'il y avait des photos de douceur et de joie de vivre? Ah oui, je me rappelle. Une photo notamment avec un champ de coquelicots rouges absolument magnifique. Ces gens ne mentent pas. Simplement, la représentation qu'ils se font du petit test qu'on leur a fait passer évolue selon la manière dont on leur a présenté. Si on leur a demandé de parler et de commenter les photos, ils ont ajouté une autre source de mémoire. À la mémoire des photos, ils ont ajouté la source verbale du commentaire qu'ils ont fait de ces photos. Ils ont modifié la représentation du passé. Alors voilà un petit peu, donc un mois après. Donc ça veut dire que on a l'idée que je suis en train d'essayer de fortifier, c'est que on passe notre temps à élaborer. Et l'étymologie du mot est riche, hein, ex labor, c'est-à-dire que je sors du réel en travaillant. On passe notre temps à élaborer la représentation qu'on se fait de soi, selon l'âge de notre mémoire, selon nos relations, beaucoup selon nos relations. Mon monde intime n'est fait que de ce que vous y avez mis. Vos colères, vos sourires, vos remarques, mon monde intime n'est plein que de vous. Et si je souligne ça, c'est parce que quand on travaillait avec les enfants abandonnés, ils n'ont aucun souvenir, alors que leur cerveau, les circuits de la mémoire auraient dû
mais il n'y a rien à mettre en mémoire, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'émotion. Comment voulez-vous qu'ils aient un monde intime s'il n'y a pas d'altérité? Mais ça veut dire que, tout à l'heure, je disais en commençant mon exposé, que votre simple présence muette participe à la construction du discours que je suis en train de vous proposer. Eh bien, votre présence, vous êtes co-auteur du discours qu'Adèle et moi, on vous a proposé. Votre simple présence muette. Tout à l'heure, vous ne serez pas muet, mais déjà, vous êtes co-auteur de notre discours. Si j'étais seul, je ferais un autre discours. Or, désormais, vos réactions, vos sourires, vos froncements de sourcils quand vous n'êtes pas d'accord, je les vois moi. Donc je vois tout ça participe à mon monde intime. Donc c'est une élaboration constante. Photo suivante. Ah, bon. Bon, ben il y a un sabotage, il y a une grève. Il y a une grève des ordinateurs. Alors, voilà, j'avais pris des notes, je vais quand même m'en servir là. Donc, c'est-à-dire que tout constamment, on a un remaniement possible, parce que le monde des mots, c'est quand même le monde de l'artifice. Hein. C'est-à-dire que c'est une convention des signes qui nous a permis de fabriquer. Pour passer convention, il faut qu'on soit deux, il faut que vous soyez là et que j'accepte votre convention. Si on n'accepte pas la convention des signes, on ne partage pas la même langue, donc on ne fera pas le même récit. Alors, il peut y avoir des récits concordants et des récits discordants. Alors, dans ces récits concordants, j'ai besoin... Voilà, magnifique. C'est la preuve de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que... Parce que ce n'est pas possible d'expliquer ça autrement que métaphysiquement. Donc voilà, ici j'ai pris cet exemple pour montrer qu'est-ce que ça fait qu'un discours intime, le sentiment de soi, soit discordant du récit que vous vous faites de ce qui m'est arrivé. Georges Perec. Georges Perec, ses parents sont des immigrés juifs polonais. Son père s'engage dans ce qu'on appelle abusivement la Légion étrangère, c'était le régiment de marche des volontaires étrangers, bon, enfin on va dire comme ça, il disparaît. Sa mère, un jour, l'accompagne à la gare de Lyon pour le mettre dans un home d'enfants et le cacher à Villard-de-Lans, elle disparaît. Ses cousines, ses tantes disparaissent, ses amis disparaissent. Et le petit Georges, 9 ans, se retrouve seul, privé d'alentours affectif et familial, donc affectif et verbal. Il est dans un home d'enfants où on s'occupe de lui bien, il est soigné, il est nourri, il n'est pas maltraité, mais on ne lui parle pas de l'aventure familiale et on ne lui explique pas pourquoi son père, sa mère, ses cousins, ses cousines, ses copains disparaissent. Et il est hébété, il n'a personne pour qui parler, donc il est hébété, il est très mauvais élève, il ne comprend rien, jusqu'au jour où il comprend que ses parents, en fait, n'ont pas disparu et ont disparu parce qu'ils ne reviendront jamais. Et à ce moment-là, il a, je crois, 9 ou 10 ans à peu près, et il dit donc mes parents ont disparu, ils ne reviendront jamais, donc il faut absolument que je devienne écrivain pour écrire leur autobiographie. C'est-à-dire que l'autobiographie de mes parents disparus ne peut être que imaginaire, puisque je ne sais pas pourquoi ils sont disparus. Mon père dit, Georges Perec, je l'ai à peine connu, j'avais 2 ou 3 ans quand il s'est engagé, je commençais à peine à parler, mais je vais écrire leur autobiographie. Et donc, donnant sens à cette disparition, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, la disparition prend sens parce qu'il a un projet et parce qu'il a une mémoire étrange de son passé, un trou, un vide, ils ne sont plus là, le vide, donc l'angoisse, ils ne sont plus là,
qu'est-ce que je vais mettre? De quoi vais-je remplir ce trou? Je me sens mieux, je vais devenir écrivain et je vais remplir le vide en écrivant leur autobiographie. Et à ce moment-là, motivé, il devient bon élève alors qu'il était élève hébété, mauvais. Et il a, en 1970, peut-être, il écrit un livre qui s'appelle La disparition, qui a eu le prix Renaudot, et que vous devez lire ce soir. Et quand on lit ce livre, il y a une étrangeté, on met très longtemps à comprendre qu'est-ce que c'est que ce langage étrange, ce langage poétique, c'est amusant, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est bizarre. Et on met très longtemps à comprendre que ce qui a disparu dans la disparition, c'est la lettre, la voyelle E, comme E, mes parents disparus. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas, et il fait un jeu de mots croisés, un cryptonyme. La voyelle E a disparu, et la disparition de la voyelle E désigne ses parents disparus. Et à ce moment-là, il se met à travailler, et il a une célébrité rapide et méritée, parce que mon ami Ferreri l'a eu comme archiviste à l'hôpital Saint-Antoine, donc il était au CNRS, et c'était un homme adorable. Et pourquoi? Très gai, extrêmement gentil. Par exemple, un jour, il habitait rue de Seine, et un jour, il décide d'inviter des amis et de mettre de la musique. Donc, il va gêner ses voisins. Alors, il va voir tous ses voisins, il leur dit, écoutez, ce soir-là, j'aurai des amis, je vais mettre de la musique, est-ce que vous voulez bien, vous aussi, inviter vos amis, mettez de la musique, et laissez les portes ouvertes comme ça, tous nos invités pourront changer d'appartement. Et tout l'immeuble a fait la fête toute la nuit grâce à cette idée de Georges Perec. Et il avait constamment des idées. Je ne sais pas si vous avez lu Le jet de tomates sur la cantatrice. Vous devez le lire en urgence. C'est-à-dire que c'est un chef-d'œuvre d'ironie sur la publication scientifique, où il ridiculise. Alors, bien sûr, il y a l'inénérable, il fait un travail scientifique, il calcule la courbe de la tomate, la vitesse, la force, enfin, un travail très scientifique. Et puis, il dit, référence, si vous voulez faire une carrière, il faut faire des publications de carrière, il faut citer de préférence votre patron, si vous voulez avoir une promotion, hein, il faut citer votre patron. Alors il dit, et bien sûr, dans les références, il y a Ling Piaoui, que tout le monde dans la salle a sûrement lu, et puis, et il fait un truc très drôle. Et pourquoi est-ce qu'il a cette réaction? Parce qu'il ne pouvait pas raconter dans les années d'après-guerre, où la Shoah a été impossible à parler à cause du déni des normaux. La France avait besoin de se reconstruire parce qu'elle avait été humiliée par la défaite contre l'Allemagne et par la collaboration avec le nazisme. Et donc il fallait, c'était un mécanisme de légitime défense, il fallait reconstruire la France, il fallait donc donner une belle image de la France. Donc merci les résistants. Le Tarn a été un fief de résistance, le Vercors, Lyon, d'autres fiefs. Bordeaux a été le fief de la milice, mais la région, donc, il fallait mettre en valeur ces gens qui ont existé dans le réel, mais que nos récits ont mis en lumière. Parce qu'il fallait le faire pour redonner bonne estime de soi, parce que sinon les Français auraient été honteux. Donc puisqu'il y avait la France à reconstruire, il fallait avoir ce mécanisme de défense. C'était une légitime défense. Mais en donnant une image de résistant qui était vraie, et en donnant une belle image de la France, ce qu'il fallait faire, ça a fait taire les survivants de la Shoah, 27 000 survivants sur presque 900 000 déportés à Auschwitz, dont des chrétiens dont on ne parle toujours pas, dont des gitans dont on commence à peine à parler, mais il fallait faire taire ces survivants, ces 27 000 survivants, donc ils ne pouvaient pas raconter ce qui leur était arrivé à cause du mécanisme de défense légitime de la culture française. Et alors, à ce moment-là, Georges Perec se retrouvait coincé. Il ne pouvait dire que ce que vous étiez capable d'entendre. Donc, il avait une partie de sa personnalité qui riait, qui parlait, qui travaillait bien, et
tous les soirs une autre partie de sa personnalité, que Georges Perec appelle la crypte, qui souffrait tous les soirs d'angoisse, de privation affective, de sécurisation. Et là, il l'a travaillé, il l'a traité en psychanalyse parce que vous n'étiez pas capable de l'entendre, parce que la culture le faisait taire. Photo suivante. Donc à ce moment-là, sont apparus des écrivains qui, la fonction des écrivains, c'est d'être des innovateurs, c'est-à-dire de mettre dans la culture quelque chose qui n'y était pas avant. Alors Pérec, Gary, Victor Hugo. Avant Victor Hugo, les orphelins étaient considérés comme des sous-êtres humains. Les filles orphelines étaient domestiquées, elles ne pouvaient être que des bonnes à tout faire, et les garçons orphelins étaient envoyés dans les travaux pour être garçons de ferme. Ce n'était pas la peine de les éduquer, ils n'avaient pas de famille, donc ils avaient moins de valeur. Et c'est toute une littérature du XIXe siècle, Victor Hugo, Charles Dickens et beaucoup d'autres, qui ont fait des récits lus, émouvants, partagés, qui ont modifié le sentiment culturel. Cosette, vous croyez qu'elle n'a pas de valeur, Cosette? Eh bien, détrompez-vous. Elle a des émotions, elle est courageuse, et regardez un peu. Et les gens lisant Victor Hugo, lisant Charles Dickens, Oliver Twist, lisant cette littérature, changeaient de représentation de l'orphelinage. Et à ce moment-là, les orphelinats ont commencé à s'humaniser et d'obtenir des résultats croissants. Photo suivante. Alors voilà, ça, j'ai pris cette photo pour dire que Papa Freud a eu une idée géniale, c'est-à-dire que il y a des choses, la souffrance, on n'y échappe pas. Personne n'échappe à la souffrance d'être et le bonheur d'être. Personne n'échappe à l'angoisse. On est contraint, si on veut échapper à l'angoisse du vide, on est contraint de le remplir avec nos mots, nos rencontres, nos récits, nos rêves, nos projets. On aura des échecs, on va en souffrir. On est contraint de métamorphoser la souffrance en œuvre d'art. Et là, l'opéra est vraiment l'art sublime, au sens freudien du terme. C'est-à-dire comment, à partir on peut métamorphoser une substance, hein, la sublimation, ça vient de la chimie. Hein. Un corps est dit sublime quand il passe de l'état solide directement à l'état de vapeur. C'est pour ça que les vins sont dits spiritueux, parce que l'odeur du vin nous grise, même si on ne boit pas le vin, rien qu'à respirer. Et quand on boit, c'est pas dans le Tarn que je veux apprendre ça, c'est quand on boit un vin, il faut le renifler et même ne pas le gouleiller directement de façon à pouvoir le renifler en même temps qu'on le boit. Alors, donc ça veut dire que on sublime le vin, c'est pour ça qu'on parle de spiritueux, c'est pour ça que l'opéra, on transforme la souffrance en cri merveilleux, on appelle ça des chansons, on appelle ça des airs d'opéra, qui ne sont que des airs de souffrance. Et si vous ne croyez pas, allez à l'opéra. Vous verrez le Butterfly. Les gens ont vu Butterfly 20 fois, 30 fois, ils pleurent encore. Ils pleurent, et pourquoi ils pleurent? C'est merveilleux. Tu pleures? Oui, c'est merveilleux. La douleur de Madame Butterfly est transformée en merveille qui me fait délicieusement pleurer. Romain Gary. C'est-à-dire que, on voit que, mais ça, on est après tout, on est en légitime défense. Et photo suivante, et on voit que ce tableau-là, une peinture, chacun fait ce qu'il peut. Ce tableau-là a complètement métamorphosé un récit social avant la Méduse, un bateau, la Méduse fait naufrage, le capitaine et les hommes d'équipage se sauvent et l'équipage et les passagers, eux, meurent noyés. Et d'où il peint le radeau de la Méduse. Les gens vont voir le radeau de la Méduse. Ça provoque un scandale dont tout le monde parle. Et le fait d'en parler modifie la représentation du fait. Et à partir de ce radeau de la Méduse, les capitaines devaient rester à bord et quitter le bateau, les derniers,
avec l'équipage s'il le pouvait. Ce tableau a provoqué un changement, une métamorphose complète de la responsabilité. Alors, photo suivante, et je vais arrêter. Alors voilà, j'ai pris cette photo pour dire que nous, êtres humains, on est sur Terre depuis à peu près 2,5 millions, 3 millions d'années. On dit ça parce que l'ADN nous dit que c'était les espèces d'hominidés qui étaient sur Terre il y a 3 millions d'années, avaient le même ADN que nous, donc on était interféconds. Alors, mais toutes ces espèces ont disparu, même monsieur et madame Néandertal ont disparu eux aussi, et en revanche, on est sur Terre depuis 2,5 millions d'années, mais on ne parle que depuis 200 000 ans. Comment a-t-on fait pour communiquer, pour être humain, pendant 2 300 000 ans? On a communiqué comme les bébés, comme les animaux, par des cris, par des postures, mais probablement on commençait déjà à symboliser, comme les bébés, comme les animaux. On fait une symbolisation préverbale, on faisait des signaux de fumée. J'imagine qu'on devait faire des tambours. Enfin, je suis sûr qu'on faisait des tambours, puisque dans les sépultures, il y avait des troncs creux, il y avait des instruments de musique, il y avait des pierres creuses sur lesquelles on devait taper. Donc, on symbolisait déjà, avant d'avoir compris l'artifice de la parole, et cet artifice-là a créé un monde humain. Et là, on sait qu'on parle depuis 200 000 ans seulement, parce que, photo suivante, on voit apparaître l'empreinte de la sylvienne, c'est-à-dire que le lobe temporal gauche gonfle parce qu'on parle, donc on stimule le lobe temporal gauche, donc du coup l'empreinte de la sylvienne, l'artère sylvienne marque son empreinte à la face interne de l'écaille du lobe du crâne temporal, et avant on avait le même ADN, on avait le même DNA, le même ADN, mais il n'y avait pas l'empreinte de la sylvienne. Alors, je dis que c'est le monde de l'artifice qui a créé la condition humaine, artifice du verbe et artifice de la machine. Sauf que maintenant, on arrive à faire un monde tellement artificiel par nos récits et par nos machines qu'on est en train de métamorphoser complètement la condition humaine, et on voit que les enfants qui arrivent au monde aujourd'hui n'ont plus le même cerveau que leurs parents ou que leurs grands-parents. Ils se développent de manière biologique totalement différente, ils accèdent à un monde de représentation totalement différent, parce que les machines permettent d'accéder à un monde comme la parole. La fonction de la parole, c'est de rendre présent un monde invisible. On peut dire passe-moi le sel, c'est sûr, mais on peut aussi faire des récits qui représentent des choses impossibles à percevoir. La première croisade a été déclenchée par un récit, pour des raisons probablement politiques. Il s'agissait de réunir la chrétienté qui commençait à avoir un peu trop d'hérétiques. Donc Urbain II a dit, on va faire un récit. Les méchants arabes ont volé le tombeau du Christ, et hop, on est parti récupérer le tombeau du Christ, qui à mon avis était vide. Logiquement, il est vide, le tombeau du Christ. Donc, oui, donc ils sont récupérés. Donc les croisés sont partis récupérer des cailloux, des pierres. Et ça, donc c'est un récit. Alors, donc j'ai pris là, l'imprimerie a complètement métamorphosé la condition humaine. J'habite à Toulon, qui est le premier port de guerre français. On a trouvé des archives. Avant l'imprimerie, le capitaine était le seul maître à bord après Dieu. Pourquoi cette phrase? Tout simplement parce que c'était le seul à savoir faire le point. Donc il se permettait tout. On ne pouvait pas nous, hommes d'équipage, on ne pouvait pas se révolter. Si on le balançait par-dessus bord, tout le monde mourrait. C'était le seul qui savait faire le point, qui pouvait ramener le bateau à bon port. Dès l'instant où l'imprimerie est apparue, les manuels pour apprendre à faire le point ont été publiés. Il y a des hommes d'équipage qui très rapidement ont appris à faire le point.
dès cet instant, on pouvait balancer un capitaine par-dessus bord. Il ne pouvait plus tout se permettre parce que si on le balançait par-dessus bord, un homme d'équipage aurait pu ramener le bateau à bon port. Ça veut dire que le partage du savoir est le premier pas vers la démocratie. Et alors maintenant, on arrive à ces redoutables machines qu'on appelle ordinateurs, qui sont en train de faire exact... Parce qu'en même temps que l'imprimerie a été un démarrage pour la démocratie, le premier best-seller, ça a été la Bible et le marteau des sorcières. Et le marteau des sorcières, j'étais en Colombie il n'y a pas longtemps, où il y avait un tribunal inquisitorial, et j'ai eu l'occasion de voir les instruments de torture pour obtenir des conversions sincères au catholicisme. Et quand j'ai vu les instruments de torture, je vous assure, je me serais converti sincèrement. C'est-à-dire, je vois pas. Donc, ça a été en même temps. Or, l'ordinateur fait exactement la même chose, instrument de communication magique. C'est pas possible d'avoir en temps réel la communication qu'on a aujourd'hui. Et cette machine est devenue un instrument qui rend la magie réelle, en même temps que l'Internet devient une véritable boîte à ordures. En même temps. C'est-à-dire que ça refait le coup de l'imprimerie. Donc, votre photo suivante. Voilà, donc je voulais terminer en disant que il fallait la nécessité d'avoir plusieurs auteurs, plusieurs philosophies, plusieurs théories scientifiques, parce que si on accorde le pouvoir à un seul langage, un seul récit, on évolue vers un langage totalitaire. Toute théorie qui prétende dire toute la vérité est une théorie totalitaire. Parce qu'on ne peut que, comme vous nous l'avez expliqué, on ne peut que décoller des étiquettes et découper des morceaux de monde, et nos mots éclairent des segments de monde. Mais si on n'a pas la même histoire, la même culture, on va découper, on va éclairer des morceaux de monde différents. On ne va jamais mentir. On va vivre dans des vérités différentes. Ce qui est vrai pour vous ne sera pas pour moi. Ce que vous voyez, je ne le verrai pas. Donc, mais personne ne va mentir. Donc, on a intérêt à s'enrichir de la découverte du monde des autres, mais pour ça, il faut qu'il y ait plusieurs philosophies, plusieurs théories scientifiques, parce que s'il n'y a qu'une seule théorie scientifique, ça peut très vite aussi devenir un langage totalitaire. Voilà, donc finalement, mon exposé s'est orienté autour d'une seule idée. Le monde de la perception, souvent, est un monde non conscient. Je me suis photographié à peu près comme je me perçois, et possiblement à peu près comme vous me percevez. Mais comme on parle, comme on a parlé longtemps, j'ai été aussi capable de photographier la représentation que je me fais de moi, l'image que je me fais de moi. Et cette image, la voilà. Merci de m'avoir écouté.